Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Faut imaginer un peu la scène pour commencer. Ah, j'adore tes mises en situation, vas-y. Ben, imaginons un instant le propriétaire d'un grand immeuble. Le genre de personne qui a toujours dicté les règles, tu vois. Ouais, celui qui encaisse les loyers tranquille, qui décide de qui entre et de qui sort. Exactement ça. Et puis, presque du jour au lendemain, on retrouve ce même propriétaire dans la position du locataire, Aïe. en train de transpirer dans le couloir, à attendre d'être reçu juste pour supplier d'obtenir un simple renouvellement de bail. C'est une image frappante, ouais. C'est frappant, mais c'est exactement l'atmosphère du changement de paradigme économique qu'on va décortiquer aujourd'hui. On se penche sur un véritable séisme géopolitique et économique en Méditerranée, là, en cette année 2026. Un séisme, le mot est pas trop fort, ouais. Non, c'est clair. Et nos sources aujourd'hui s'appuient principalement sur un article analytique super récent qui s'intitule, attends, je l'ai là, Le renversement d'influence, le pivot économique de la France vers l'Algérie. Un document très dense d'ailleurs. Très dense. Et avant de plonger dedans, faut qu'on pose un cadre très clair. Les liens historiques entre la France et l'Algérie portent un bagage politique et émotionnel extrêmement lourd. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Donc l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est absolument pas de prendre parti. On ne soutient aucune idéologie, on ne débat pas des responsabilités historiques. Notre mission, c'est strictement de rapporter les faits. De rester sur les données économiques, en fait. Voilà, la plus stricte neutralité, on va juste comprendre la mécanique pure d'un transfert de pouvoir massif. Bon, décortiquons un peu tout ça. Je t'écoute. Pour comprendre comment les règles du commerce nord-africain ont été littéralement réécrites, faut d'abord regarder l'hémorragie financière, celle qui a forcé Paris à agir dans l'urgence. Ouais, c'est vraiment le point de départ de ce document. On parle d'une délégation qu'on pourrait qualifier de poids lourd de l'économie française qui débarque à Alger pour une visite de 2 jours. C'est pas une petite mission de routine, ça c'est sûr. On a environ 40 grands investisseurs français menés directement par Patrick Martin, le président du MEDEF. Le mouvement des entreprises de France, donc vraiment le sommet du patronat. Exactement. Et ils font le déplacement pour rencontrer le conseil d'affaires algérien. Mais le contexte, c'est ça qui est fascinant. Il est dicté par des chiffres alarmants pour l'économie française. Vas-y, donne-nous une idée de l'ampleur des dégâts. Le volume global des échanges commerciaux a chuté de près de 10%. Ah ouais, 10%, sur des volumes pareils, c'est massif. C'est énorme. Mais surtout, il y a un indicateur encore plus violent. Les nouveaux projets d'investissement français ont subi une baisse vertigineuse de 30% au cours des dernières années. Attends, 30%, je veux vraiment m'arrêter sur ce chiffre, parce que les relations franco-algériennes, elles ont toujours connu des cycles, non? Bien sûr, c'est jamais linéaire. Voilà, on a l'habitude de voir des tensions politiques, puis des réconciliations, des gels diplomatiques suivis de grands accords. Complètement. Alors pourquoi, selon l'article, on devrait regarder cette chute de 30% des nouveaux projets comme un effondrement structurel définitif, et pas juste comme un énième coup de froid qui passera au prochain cycle politique? C'est une super question. Et le texte explique que la nature même de cette baisse est différente cette fois-ci. C'est pas un gel politique venant d'en haut où les gouvernements mettent juste les dossiers en attente. D'accord, c'est plus profond que ça. C'est un retrait organique des acteurs économiques eux-mêmes. Les données montrent que de nombreuses entreprises françaises se sont tout simplement retirées du marché. Elles ont jeté l'éponge, quoi. Voilà. Et d'autres ont gelé leurs investissements ou se heurtent à des murs administratifs qui sont devenus ininfranchissables pour s'étendre. Donc c'est la fin des passe-droits, en gros. Ce que l'analyste souligne, c'est que l'ère des, je cite, amitiés historiques, c'est terminé. La présence économique française est décrite aujourd'hui comme étant presque à l'arrêt. C'est fou d'entendre ça. Et c'est structurel, ouais. Parce que l'avantage comparatif que la France avait implicitement, il s'est évaporé. Si je résume, historiquement, une entreprise française arrivait à Alger et elle bénéficiait d'une sorte de voie rapide. Une autoroute, même. Ouais, une langue commune, des réseaux bancaires intriqués depuis des décennies, des habitudes juridiques héritées du passé, tout ça, ça créait un espèce de filet de sécurité invisible. C'est exactement le cœur du problème. Ce filet de sécurité n'existe plus du tout en 2026. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'Élysée semble avoir enfin réalisé que le compteur a été remis à zéro. Un réveil un peu brutal, j'imagine. Très brutal, les entreprises françaises débarquent aujourd'hui en Algérie et elles font face aux mêmes réalités, voire à une sévérité accrue que n'importe quelle autre multinationale. Elles sont traitées comme les autres, en fait. Exactement, elles ne sont plus jugées sur leur pédigree historique, on leur demande quelle est votre valeur ajoutée brute
immédiate et tangible pour le tissu industriel local. Mais quand on n'a pas la réponse à cette question, ça coince. Mais du coup, quand un vide de cette ampleur s'ouvre, on parle quand même d'un tiers des nouveaux projets qui disparaissent. La nature a horreur du vide, non? Ah bah le marché mondial s'y engouffre, c'est mécanique. C'est ça. Ce qui surprend à la lecture de cette source, c'est pas tant que la France perde des parts de marché, c'est plutôt les critères très spécifiques que l'Algérie utilise maintenant pour choisir qui va combler ce vide. Oui, c'est là qu'on voit leur nouvelle stratégie en action. Et ça nous éclaire vraiment sur la mécanique de cette nouvelle indépendance économique. Par exemple, la Chine a évincé la France pour devenir le premier partenaire commercial de l'Algérie. C'est un basculement énorme. Mais le texte précise bien que c'est pas juste un afflux de conteneurs remplis de téléphones ou de vêtements bon marché. Non, la différence réside vraiment dans la nature des contrats signés. La Chine ne se contente plus de vendre des produits finis, elle construit, Du concret, quoi. du très lourd même. Les investissements chinois massifs, répertoriés ces dernières années, se concentrent sur des infrastructures critiques. On parle de l'extraction minière, du développement du réseau ferroviaire national et de la modernisation gigantesque des ports. Donc l'Algérie utilise les capitaux et l'ingénierie de la Chine pour bâtir le squelette de son économie de demain. Exactement. Mais attention, la Chine n'est pas toute seule sur le coup. L'Algérie n'est pas en train de remplacer une dépendance par une autre. Ah, il diversifie. À fond. C'est une stratégie multilatérale très agressive. L'Italie, la Turquie et même la Russie sont massivement sollicités sur le terrain. Tu sais, généralement, on observe que les anciens liens coloniaux maintiennent une emprise économique super tenace sur des décennies. C'est souvent très dur de s'en défaire, ouais. Bah oui, les systèmes juridiques se ressemblent, les normes comptables sont calquées les unes sur les autres. On a l'impression que c'est un schéma presque impossible à briser pour une économie émergente. Et pourtant, Comment l'Algérie a-t-elle pu s'émanciper de cette inertie historique de manière aussi efficace pour pouvoir, en 2026, dicter ses propres règles? le document l'explique très bien. C'est un choix géopolitique totalement conscient. La stratégie algérienne rejette désormais toute ce qu'ils appellent la prétendue émotion historique avec Paris. Fini les sentiments, on passe aux affaires. C'est ça. L'Algérie s'assure que la France est désormais totalement hors cadre de sa réflexion stratégique principale. Il préfère des partenaires qui, comme on disait, construisent des infrastructures tangibles. Mais comment ils ont fait concrètement pour faire sauter ce verrou? En invitant ces nouveaux géants mondiaux à la table, l'État algérien a créé un environnement hyper concurrentiel. La France a perdu son monopole le jour où Alger a prouvé qu'elle pouvait faire financer et construire un port en eau profonde avec des Asiatiques ou des gazoducs avec des Italiens. Ouais, ça met tout le monde en concurrence directe. Et d'ailleurs, il y a un terme fascinant qui émerge de cette analyse concernant ce grand nettoyage. C'est le retrait de ce qu'ils appellent les partenaires fantômes. Ah oui, ce concept est super important pour comprendre la stagnation passée. Ce concept m'a retourné le cerveau parce qu'il aide vraiment à comprendre pourquoi l'économie était bloquée avant. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionnait, un partenaire fantôme en pratique? Bien sûr, un partenaire fantôme, dans cette mécanique des échanges, c'est une entité étrangère qui occupe le terrain de manière très superficielle, juste pour capter de la rente. Genre un intermédiaire inutile. Pire que ça. Imagine une grande entreprise étrangère qui obtient une licence de distribution ou d'exploitation en Algérie. D'accord, elle a le droit de vendre sur place. Voilà. Mais au lieu de construire une usine locale, au lieu de transférer des technologies ou de former des ingénieurs algériens, cette entreprise se contente d'utiliser sa licence pour importer des produits finis, fabriqués ailleurs. Donc c'est de l'occupation d'espace pur. Exactement. Elle monopolise un secteur entier, elle bloque l'émergence d'une vraie concurrence locale, mais au final, elle n'apporte aucune valeur ajoutée réelle à l'économie nationale. On prend la part de marché, on rapatrie les profits en Europe et on laisse l'économie d'accueil exactement dans l'état où on l'a trouvée. C'est la définition même de la stagnation économique. Et la nouvelle doctrine algérienne, c'est d'en finir avec ça. Il procède à la révocation de ces rentes de situation. C'est un grand coup de balai en fait. Un nettoyage massif pour privilégier l'intérêt de l'économie nationale. Aujourd'hui, si une entreprise étrangère ne s'engage pas noir sur blanc à produire localement ou à transférer un vrai savoir-faire technologique, elle est juste poussée vers la sortie. Ce qui nous ramène à notre délégation française de 40 investisseurs. Face à ce nouveau marché dominé par des géants asiatiques et européens qui construisent du dur et face à cette tolérance zéro pour les partenaires fantômes, comment le MEDEF compte-t-il réagir? Eh bien, ils ont un défi existentiel devant eux.
Et pour bien comprendre l'ambiance de cette visite, vous impérativement la replacez dans le contexte européen actuel de 2026. C'est pas juste une petite mission de prospection pour gonfler le chiffre d'affaires de fin d'année. Pas du tout, c'est une question de survie pour certains secteurs. La France souffre de crise énergétique et économique étouffante. L'Europe s'est coupée de fournisseurs historiques, donc le gaz algérien, et l'accès à ce marché, qui est quand même le marché prometteur le plus grand d'Afrique, s'est perçu comme l'unique bouée de sauvetage pour Paris. Le mot sauvetage est vraiment dans l'esprit des analystes. Ils décrivent cette visite du MEDEF non pas comme une mission commerciale, mais littéralement comme une tournée d'excuses économiques. Une tournée d'excuses. Ça en dit long sur le rapport de force. Complètement. Il y a une véritable terreur chez les investisseurs français. La terreur de perdre définitivement leur part de marché. Ce qui les oblige à accepter les nouvelles conditions très strictes dont on parlait. Ils n'ont pas le choix. Et en face, l'attitude de l'Algérie, elle est décrite dans le texte comme empreinte d'une froideur diplomatique. Ouch. Fini les courbettes. L'Algérie exige le respect de sa souveraineté et une contribution directe à sa renaissance industrielle. Tu veux mon gaz? File, tu développes mon industrie. C'est un peu comme quelqu'un qui revient vers un ancien partenaire qu'il tenait pour acquis pendant des années, Ouais, la fameuse métaphore. et il revient uniquement parce que le chauffage est en panne chez lui en plein hiver et qu'il a désespérément besoin d'emprunter un radiateur. C'est exactement ça. Et l'ex-partenaire répond « Ok pour le radiateur, mais tu me refais toute la plomberie de la maison en échange. » C'est génial. J'avais pensé à une autre comparaison en lisant les notes. C'est comme passer d'une relation vendeur-client classique à un modèle de franchise super strict. Ah, comment ça? Pendant des décennies, la France achetait, disons, le grain de café brut. Elle le torréfiait chez elle et faisait tout le profit. Aujourd'hui, l'Algérie dit tout. Vous avez désespérément besoin de notre café, très bien, mais la condition, c'est que vous construisiez l'usine de torréfaction ici, sur notre sol. Et que vous formiez nos techniciens. Exactement. Et à la fin, l'infrastructure reste chez nous. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final pour l'équilibre des pouvoirs? Ça signifie, très simplement, le renversement de pouvoir absolu. Aujourd'hui, c'est la France qui frappe à la porte et c'est l'Algérie qui détient la clé. Ce n'est plus du tout une relation d'influence classique. L'asymétrie s'est complètement inversée. Totalement. C'est devenu une transaction pure et dure où le détenteur des ressources, et on parle de l'Algérie comme d'un véritable pays-continent, impose un transfert de compétences industrielles. Le Nord ne dicte plus les conditions au Sud. Ce nouveau modèle, c'est vraiment le paradigme des ressources contre industrialisation, si on résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a couvert beaucoup de terrain, ouais. On a retracé la chronologie de ce basculement historique, depuis cette chute vertigineuse de 30% des nouveaux projets français qui a tiré la sonnette d'alarme. En passant par l'arrivée massive de la Chine et de l'Italie dans les infrastructures lourdes. Tout à fait. Et jusqu'à cette délégation française de la dernière chance, venue chercher du gaz et des parts de marché en pleine crise énergétique, mais qui se heurte aux conditions glaciales d'Alger. Et à la fin, des fameux partenaires fantômes. Exactement. Et pourquoi cette information, ce cas d'étude précis de 2026, est crucial pour quiconque suit un peu les affaires mondiales? Parce que ça prouve que la domination historique ne garantit plus aucun avantage concurrentiel aujourd'hui. C'est la leçon principale. Les nations qui détiennent les ressources vitales exigent désormais de la valeur ajoutée. Elles ne veulent plus être de simples puits d'extraction. Elles redessinent activement les règles du commerce international. Ce qui pose des questions immenses pour l'Europe. Bien sûr. Et ça nous amène à une réflexion finale, une question qu'on peut tous se poser après avoir digéré ces faits. Je sens venir la question provocatrice. Toujours. Si l'Algérie refuse désormais de vendre ses ressources sans obtenir en retour une participation active à sa propre renaissance industrielle, ce nouveau modèle de ressources contre industrialisation pourrait-il modifier à très long terme la dépendance de l'Europe? C'est fort probable, oui. Et surtout, cette stratégie hyper stricte, imposée par Alger en 2026, avec un tel succès apparent, pourrait-elle devenir tout simplement le nouveau manuel d'instruction économique de tout le continent africain pour le XXIe siècle? Voilà de quoi faire réfléchir les observateurs. On vous laisse méditer là-dessus. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour une nouvelle plongée dans les dynamiques qui transforment notre monde.